y a du trafic maritime hein, quand même, hein. Ça, en août, c'est impressionnant. Là encore, c'est. En août, c'est des sillons de partout, blancs. Oh, c'est parti là? Ah, c'est parti. Ah oui, Oh, d'accord. Ouais. attendez. On Ah est, oui, ouais, on est là, regarde. On est, d'accord, ouais. bonjour les amis. Oh, On est en c'est direct donc sur la page Facebook de Viastel. Alors vous avez deviné peut-être avec le paysage que vous a montré Yann Bénard qui est derrière la caméra, hein, ce paysage qui est quand même, on va dire exceptionnel mais unique. On a une vue sur les Bouges de Bonifacio. Et tu as de multiples activités. Tu es enseignant à l'université de Corté. Tu es aussi directeur du centre culturel voilà, ça, c'est les universitaire fonctions premières. Fonction Première. Ouais. Tu es auteur, poète. Tu es aussi auteur et compositeur de chansons. Tu as écrit des nouvelles. Tu as beaucoup publié, y compris des publications scientifiques. Et c'est Bonifatin, quoi. Ah, Sinon nous c'est- ne serions pas là avec toi. Et ici, tu occupes aussi des fonctions. Une charge, tu es en charge, je dirais, tu es adjoint au maire. À Jean-Charles Orseau, tu vois, depuis 2008, hein, quand on est passé aux responsabilités à Bonifacio, on a créé cette délégation à la culture et au patrimoine. D'abord, j'ai partagé cette délégation avec Claude de Goth-Séraphine. Enfin, j'ai partagé, non, elle était déléguée au patrimoine. Et ensuite, je l'ai prise à part entière à partir de notre second mandat en 2014. Mais on est aussi dans ta ville, hein, Bonifacio, c'est ta ville d'origine, c'est ta ville de cœur, enfin c'est la ville où tu habites, Mhm. c'est celle où enfin c'est le paysage que tu vois Voilà. quand Je tu suis es. né à Marseille, tu as raison de préciser, et Oui, mes parents sont tous les deux du même quartier, de la Marine. Moi, je suis ce qu'on appelle un marinaggio, c'est-à-dire issu de deux familles de pêcheurs, du côté de mon père et du côté de ma mère. Voilà, donc très ancré, c'est le cas de le dire, sur le port, même si j'adore être en Haute-Ville et c'est ce qu'on va parcourir aujourd'hui. Mais voilà, mon quartier, c'est la Marine, le quartier Santeramo, Saint-Erasme, où j'ai passé une partie de mon enfance, notamment en été. Et ensuite, je suis revenu en Corse en 78 à l'occasion d'un concours réussi à l'école à normale. l'école normale. Voilà. Mais tu fais partie de cette génération de gens qui, comme moi d'ailleurs, on a été élevés un peu sur le Tout continent à et fait. on Ouais. a voulu revenir ici, participer à construire la nouvelle société corse. En tout Et cas, oui, on on était avait en, envie de. Notre destin était plutôt lié à cette terre, on va dire. oui, on était en plein Riacuiste, même si j'avais pas du tout la notion du Riacuiste à l'époque, quand je suis. Alors, je ne sais pas si je dois dire revenu. Quand je suis venu m'installer en Corse, revenu. Revenu, c'est bien. C'est pas revenu, c'est bien, mais ça crée une continuité avec tes parents qui n'est pas nécessairement tout à fait logique. Moi, Oui, c'est vrai. je suis né à Marseille, j'ai grandi à Marseille. C'est une ville au demeurant que j'adore, hein. Et ensuite, je suis venu par choix m'installer en Corse. Et c'était vraiment un appel atavique en dehors de toute considération politique. Ensuite, ce côté militant ou conscient de participer à quelque chose est venu plus tard. Mais au départ, c'est vraiment un attachement, un enracinement. Voilà, bon, ça c'est le côté C'est bien. légende, ça se lit dans tous les guides bien constitués. Je crois que ce qu'il est intéressant de noter par rapport à cette faille dans la falaise, c'est qu'elle est signalée comme naturelle et que dès le néolithique, on commence déjà à avoir des gens qui descendent par là, apparemment, hein, d'après les préhistoriens. Et cet escalier mène surtout à une nappe d'eau douce au niveau de la mer, par l'accès d'une petite C'est grotte ça. qui sont au bout de l'escalier. Et c'est ça qui est intéressant surtout, parce qu'au-delà de la légende, je pense que c'est un accès premier à cette nappe d'eau douce. Il ne faut pas oublier qu'ici, on est sur une presqu'île qui fonctionne comme un vaste impluvium dans le calcaire qui laisse filtrer de l'eau douce. Et c'est aussi un endroit très aride où les Bonifaciens, ou les hommes préhistoriques peut-être, devaient se ravitailler en eau. Donc cet escalier du roi d'Aragon, au-delà de l'héroïsme et du fait de guerre qu'il pourrait représenter, est surtout, un peu trivialement, un endroit à partir duquel on a pu recueillir de l'eau. Alors, on est aussi donc
pour ceux qui ne connaissent pas, je viens de, Sur les terrasses d'Aragon, voilà. voilà. Sylvain, ça va quoi. Ça va. Je viens de rattraper un peu le direct, hein, parce que j'avais pas de réseau. Yann prenait tout le réseau. Eh oui, ici on est Qu'on a sur un la peu de frontière truc, des réseaux entre Donc voilà, Sardaigne et la Corse. Je vous rappelle qu'on dirige sur la page, vous pouvez réagir. On fait un coucou à Eric qui nous dit bonjour, à Jackie, à Fernando, bonjour la Corse, à Bruno Biancarelli, à Eric, toujours aussi beau à voir. Oui, Stel, encore de merveilleux paysages. Oui, effectivement, là on a la vue sur les falaises, on a la vue sur la Sardaigne qui est à 12 km d'ici, et sur les Bouches de Bonifacio. Donc Nadège, Marinette, Pauline, Olivier Biancogne, bonjour. La plus belle des cités de l'île, tu connais Olivier Biancogne, on a fait Eh oui, oui. voilà. Amicis illégal, Peboy, Alain, Laurent et Yann, merci Olivier, on avait passé une très belle semaine avec toi. Dilor, Bonifacio, le village d'Astérix de la Corse. Oui, parce qu'effectivement il y avait un personnage. Oui, un petit cousin à moi qui est Mimi Poulier. Mimi Poulier, exactement. Je cherchais le prénom exact, mais c'est Mimi. De toute façon, c'était Mimi pour tout le monde à Bonifacio, qui nous a quittés trop tôt, dommage. C'est vrai qu'il était restaurateur. Voilà, qui était restaurateur et qui a passé une partie de sa carrière de restaurateur sur l'île Cavale. C'est vrai. Et c'est vrai qu'il a rencontré, il sabrait le champagne comme personne. Et c'est là qu'il a connu un tas de people du temps de Castel, qui était le roi des nuits parisiennes. Voilà. Et donc Goscinny et Uderzo, qui avec son physique très typique, l'ont croqué et en ont fait au Catarinetta Bella Cicix. C'est bien sûr. Et d'ailleurs, ils avaient croqué d'autres personnages. Ils avaient croqué, y compris un ancien maire de Ghisonaccia. Oui, qui Gambini. était. Oui, alors je ne sais pas dire son nom, mais tu connais. Il était croqué comme le prêteur, tu sais. D'accord. Et ce maire était. On lui prête des répliques célèbres aussi à ce maire, tu sais. Oui. On a dit qu'un jour, lors d'un discours, c'était un personnage très haut en couleur et on va passer par là. Lors d'un discours, il aurait dit cette terre que nous avons acquérie et quelqu'un l'aurait corrigé en disant à qui, et lui il aurait répondu à noi aux Homero. C'est une histoire qui je sais pas si il aurait dit aussi faites-nous sentir votre bouche. Oui, mais il faisait la traduction littérale. Donc on continue à se promener, à découvrir la ville. Tu vois la plaque là, on a mis une toponymie bonifacienne il y a quelques années pour figurer les quartiers tels qu'ils étaient nommés par les bonifaciens. Donc ici c'est Castillé. Castillé c'est un promontoire sur la presqu'île. Et si tu veux, il s'appelle Castillé parce que c'est un château. On va passer par la Yann. On peut prendre la Stretta de Sainte-Croix, c'est pareil. Après on descendra. Où on peut rejoindre par Castillé. Donc Castillé c'est le château. Le château. Et il réfère au premier castrum pisan, qui est une implantation dite de la fin du premier millénaire. Alors l'historiographie donne très fréquemment la date de 828 ou 833, quand le comte de Toscane, revenu de croisade, a créé ce premier promontoire. Et donc ce château est pisan, il n'est pas encore génois à ce moment-là. Et tu vois que, eu égard à cette descente, on est sur un point haut de la presqu'île qui est assez plate. Donc ce quartier a la particularité de converger par ses rues, par ses caruggi, vers le castrum, qui est aujourd'hui un groupe scolaire de 1930. Donc les vestiges ont été écrasés par les constructions modernes, qui est derrière nous. Et donc cette partie médiévale est un lieu premier à Bonifacio, qui en fait, on va laisser passer la voiture. On va laisser passer la voiture. Qui lui donne sa première vocation. Alors, bien entendu, Bonifacio est occupé par la préhistoire. On a la Dame de Bonifacio, on a des villages d'hommes préhistoriques qui se sont installés ici. Mais cette implantation marque quand même le début d'une histoire de forteresse, une histoire militaire. Le but, c'est quoi? C'est qu'on a un promontoire ici qui fonctionne comme un point de vigie majeur et qui surveille les Bouches de Bonifacio, qui est une route maritime à partir du Moyen-Âge. Donc voilà la première vocation militaire, et elle ne se démentira, cette vocation, qu'à partir de 1992, quand l'armée a quitté Bonifacio. Donc tu vois que cette première implantation-là, ici à Castillé, cette vocation militaire, elle donne la fonction première de Bonifacio, qui est d'être une cité sur une route maritime dans les Bouches de Bonifacio. Voilà. Bon, il n'y a pas que ça, il y a un peu d'agriculture, il y a un peu, mais c'est pas, voilà. C'est principalement voilà. Et de pêche. Tu évoquais voilà, un peu de pêche. On est dans la haute ville, il y a la basse ville
qui est plutôt peuplé par les marinari, hein, tout ce que tu disais. Les marinaggi, oui, les marinaggi. Oui, aujourd'hui, ça a bien changé. La corporation des pêcheurs a beaucoup baissé. Il ne reste plus qu'une soixantaine, je crois, par rapport à un chiffre beaucoup plus important au 19e siècle. Mais bon, l'économie de Bonifacio, c'est quoi finalement? Il y a eu un peu de vignes, d'oliviers jusqu'au 18e siècle. Mais bon, c'est plutôt une économie qui a exporté un petit peu de vin, qui a produit un petit peu, mais c'est pas énorme. Aujourd'hui, ce qui a remplacé le tourisme, voilà, là on est devant un beau magasin de corail. Un beau magasin de corail parce Ouais. que Le corail a été important à Bonifacio aussi. Il y a eu des pêcheurs de corail il y en a encore maintenant, mais au 19e siècle, il y en avait aussi. 18e, enfin tout au long de l'histoire, il y a eu beaucoup avec de une pêche. vue magnifique, on voit sur. Oui, sur on peut les- sur rentrer, les hein, falaises, hein. on peut aller voir. Si Philippe Giordano est là, on peut le saluer. Oui, ah bah oui, Mais il n'y volontiers, est oui. pas, donc C'est personne. il n'y a personne. Donc, le magasin de corail est Donc ouvert. on Donc, fait on le tombe sur tour. la falaise et puis avec une magnifique branche. Ah oui. Donc le corail bonifacien avait une particularité ou c'est un corail qu'on trouve en Méditerranée partout? Alors, c'est un corail de très belle qualité, C'est ça, selon les corailleurs, qui a été exploité très longtemps, qui a été une des activités des Bonifaciens. Alors, des Bonifaciens, c'est toujours un petit peu délicat de le présenter comme ça. Paradoxalement, les Bonifaciens n'étaient pas très portés vers la mer. Ceux qui ont exploité le corail venaient de Méditerranée. Il y a eu des Grecs, les Grecs plutôt pêcheurs d'éponges aussi, mais surtout des Napolitains, évidemment, qui ont exploité ce corail pour le travailler. Et aujourd'hui encore, un corailleur comme Philippe, qu'on n'a pas vu ici, mais qui est le propriétaire de ce beau magasin, continue à travailler avec des tailleries napolitaines, Torre del Greco, sur les hauts lieux, des grandes tailleries de corail en Méditerranée. Alors là, on est au cœur de la vieille ville, hein, on va dire. Hein. C'est le Fundagu. Ah ouais. Le Fundagu, c'est cette placette-là qui a un nom d'origine arabe. Fundagu, c'est une espèce de souk, de marché en arabe, et qui donne en bonifacien ou Fundagu. Et on passe les rues de cette qualité à Bonifacio sont des places. Même si elles sont étroites, elles ont déjà le caractère de place. C'est-à-dire qu'on appelle ça Ucciassa Doria. Ucciassa ou Piazzale en Corse, Ucciassa en bonifacien. Pour nous, c'est une place. Donc c'est pour vous dire comment la rue, les vraies rues sont très étroites. Et en fait, ce qui pourrait être une rue dans d'autres villes est pour nous une place parce qu'il n'y a pas de place. L'endroit est très restreint. Alors on fait un petit coucou à nos internautes. Hein. On a Joël qui dit Alain est de Marseille. Je suis de David Prado plage si vous connaissez. Paul Tourki, tu connais Paul, notre ami Paul, un king. Salut Paul. Salut. Et ci salutiamo. Et aux Aloutema Paul. Bertrand Barbara qui nous fait J-10. Je suppose qu'elle va bientôt venir en Corse et qu'elle compte à rebours le temps qui lui reste à passer ailleurs. Joël, 5 touristes. Et oui, Dominique Nadotti qui nous regarde. Laura K, mon magasin de corail préféré. Jean le Sicilien qui nous envoie des lunettes de soleil. Et dommage. Et Patou Conrad qui dit dommage, l'image pas toujours très nette, mon ordi. Ou comme à nous tous. Alors Patou, c'est sûr que si tu regardes sur le téléphone, c'est mieux, tu verras. Et Brit qui fait bage à tout. Bage à te, Brit. Tu me racontais un des premiers, parce que là on est dans la vieille ville et ça me rappelle un film que j'ai vu il y a assez longtemps. C'est vrai parce que Bonifacio était aussi un peu une terre de tournage, notamment il y a eu un film de Georges Lautner qui s'appelait intitulé L'œil du monocle avec Paul Meurice qui a été tourné à Bonifacio au début des années 60. Et toi, c'était un de tes premiers souvenirs de... J'avais 3 ans, je suis de 59, moi j'avais 3 ans. Et c'est un de mes premiers souvenirs de vie, puisqu'au col de Saint-Roch, le réalisateur tentait une scène où il balançait un mannequin par la falaise, et ça m'a effrayé. J'étais avec ma tante, tout petit. Parce que tout petit, j'étais à Bonifacio en fait. Avant d'être scolarisé, j'ai vécu à Bonifacio parce qu'on avait du mal à me garder à Marseille. Donc les premières années de ma vie, je les ai passées ici. Et donc on balançait Yann, on va aller sur la gauche. Là. On balançait ce mannequin et donc ce qui est frais reste gravé. Et donc l'œil du monocle. Après j'ai regardé la scène, j'ai revu le film 4 ou 5 fois. Et effectivement, chaque fois cette scène de cet homme qui est balancé par la falaise là,
m'a marqué. Je me souviens d'une projection à la Cinémathèque de Corse, à quelques kilomètres d'ici, à Porto Vecchio, justement de l'œil du monocle, avec beaucoup de bonifaciens Ouais, beaucoup de figurants, présents, parce que là, Je vais il faire est... la bise à mon cousin. Allez, bam. Ça va, Guillaume? Bonjour. Beaucoup de bonifaciens qui étaient présents, de gens qui avaient participé, parce qu'ils avaient filmé une procession, une fête de village, et c'était assez émouvant de voir tous ces gens qui se reconnaissaient 20 ans après. C'est culte chez nous parce qu'on reconnaît des gens, bien entendu, qui aujourd'hui ont disparu. Alors là, on est où? Alors là, on est dans la Loggia, hein. C'est le quartier central de Bonifacio. Il est tout petit, parce que Bonifacio est une ville très exiguë, très resserrée. Donc avec l'église Sainte-Marie-Majeure, qui est la cathédrale de Bonifacio, on peut... Je ne sais pas si le réseau va passer. C'est une église qui a été restaurée récemment. Il y a eu des travaux de restauration. Oui, régulièrement, on a restauré cette église depuis une vingtaine d'années. On est par tranche de restauration. On est sur... on a refait la nef, on est sur les autels latéraux maintenant, sur plusieurs tranches, aidés par la collectivité bien entendu. Et ici la loge, si tu veux, bon, la religion et la politique étaient bien entendu à cette époque consubstantielles. Et là, juste en face, je ne sais pas si Yann va pouvoir le filmer, on a ce qu'on appelle le Palazzo Pubblico. Palazzo Pubblico, c'est ces arches qu'on voit sont ici, ces arches que Yann nous fait découvrir maintenant. Voilà, les arches avec les modillons, que tu vois, une architecture assez traditionnelle en Méditerranée en général, enfin, sur la partie occidentale, et en Italie en particulier, à Gênes et sur la Riviera. Et juste à côté, tu as le Palazzo di Lanciani et du gouverneur, hein, du Podesta. Ça, c'est le palais du Podesta. Sur la gauche de Yann, on va dire. Ça, c'est le palais du Podesta. Et ça, c'est le Palazzo Pubblico. Et le Palazzo Pubblico est resté mairie, je me suis marié là, moi d'ailleurs, hein, en 88, est resté mairie jusqu'en 90 par là. Hein. Je crois que c'est en 91-92 que Attila Antieri, maire de Bonifacio, a déplacé la mairie parce qu'elle devenait quand même un peu désuète, un peu exiguë, et l'a déplacée sur le quartier Montlaur. On a récupéré l'ancien couvent Saint-Dominique, on y passera peut-être tout à l'heure, qui est devenu l'actuelle mairie avec son joli patio face à l'église Saint-Dominique. Donc on est toujours près d'une église, et ici la loggia est à côté du Palazzo Pubblico, était le lieu où les bonifaciens avaient une sorte de vie démocratique, comme une sorte d'agora, où les magnifiques anciens réunissaient, 14e, 15e siècle, les bonifaciens et discutaient des affaires de la ville ici, bon, toujours sous la suzeraineté génoise, mais Bonifacio avait déjà une certaine autonomie, frappait monnaie, et avait un certain nombre de prérogatives politiques déjà à l'époque. Donc c'est une ville... Si la Corse était indépendante, nous pourrions, dans un fil historique, revendiquer notre principauté. Exactement. Voilà. Le Monaco de la Corse. Voilà, quelque part. Ici, on s'en aperçoit, hein, parce qu'il fait quand même très très chaud, mais c'est un endroit de la ville où il fait bon, il y a un peu d'air. On est bien. J'imagine que, effectivement, c'est un endroit propice au débat, à la discussion. Ah oui, et après, et aux échanges. Les vieux bonifaciens aussi, bon, après l'épisode politique, les vieux bonifaciens étaient réguliers. Il y en a moins aujourd'hui. Bon, on a un petit peu changé de siècle à Bonifacio. Il y a moins de gens sédentaires qui parlent le bonifacien, qui se réunissent sur des lieux comme ça. Oui, parce qu'on le rappelle pour les gens qui ne savent pas forcément, c'est que le bonifacien, il y a on va dire une langue particulière à Bonifacio. Alors c'est tout à fait particulier, même si a priori ça n'a pas été le seul cas en Corse. Ajaccio a connu aussi apparemment un génois adapté jusqu'au peut-être 18e siècle, c'est Jean-Marie Arrighi qui m'en parlait. Mais ici, étant donné l'isolement de la ville et les statuts de citoyenneté bonifacienne qui étaient très jaloux de leurs prérogatives, je dirais, ils empêchaient pratiquement les Corses de l'extérieur de venir s'installer à Bonifacio. C'est-à-dire qu'on restait entre Génois, entre colons génois. Alors ça n'était pas vraiment des colons génois, c'était plutôt des gens qui étaient puisés dans diverses corporations, le cordonnier, le boulanger. On avait fabriqué comme ça une ville à partir de la colonisation. Et c'était des Ligures, des Génois de la Riviera Ligure qui se sont installés là. Et quand Bonifacio a perdu beaucoup de sa population, on discutait en aparté tout à l'heure de la peste de 1528. De 1528, on y reviendra tout à l'heure. Voilà. Mais à ce moment-là, la population qui est revenue peupler Bonifacio était encore issue de ces zones ligures. Et on a encore, même au XVIe siècle, reçu ici des colons ligurophones.
Ce qui fait que la langue s'est maintenue jusqu'à aujourd'hui. Et alors, je vais juste, parce qu'on me rappelle à l'ordre sur, sur Facebook, hein, des gens qui disent qu'il faudrait lire les commentaires en direct. Alors, je vais lire les commentaires en direct. Un très bon souvenir de Jean-Paul, un très bon souvenir de passage à Bonifacio avec Rebecca et Carla. Je vous recommande la visite, merci. Anne-Marie, merveilleuse vue. Marie-Georges, je reconnais bien que de souvenirs. Joël, rue dans l'ombre fraîche. Oui, ruelle dans l'ombre fraîche, exactement. Estelle, magnifique ville de Bonifacio que j'ai eu le plaisir de visiter. Grosse bise d'Alsace, grosse bise aussi. Joël, livraison d'eau, oui. Il est 10h, c'est vraiment en direct. C'est vraiment en direct. Ah oui, on est. Il n'y a pas encore trop de monde, hein. Sur cette place, on a mangé la spécialité aubergine et bonifacienne. Quel régal j'adore. Imerizzana. Alors, moi, j'ai participé, avec toi d'ailleurs, il y a quelques années aussi, à un tournage que nous avions fait à la Trinité, à l'église de la Trinité. Hein. Ouais. Et il y avait à l'initiative. Avec Paul, avec ton frère. Avec mon frère. À l'initiative de la Socio des Guidichets. Qui existe toujours. Ouais, hein. Tout à fait. Il avait participé à une rencontre de toutes les familles bonifaciennes. Et chacun venait avec sa recette des merizzane. Parce que chacun. Alors, on a mangé, je peux confirmer, on a mangé des merizzane de différentes. Recettes de familles particulières, hein. Certains mettaient ou fourmadouet ou d'autres. Alors la merizzana bonifacienne, c'est un petit peu comme la langue corse, c'est l'unité dans la diversité. Exactement. Voilà, c'est-à-dire que la merizzana, elle a une base incontournable, c'est-à-dire que si tu manges un jour des merizzani à la bonifacienne avec de la viande dedans ou du jambon, faux. Si tu manges des merizzani qui ont été passés au four, faux. C'est frit, il n'y a pas de viande, il y a seulement le contenu, la chair de l'aubergine, des différentes variétés de fromage et du pain qu'on trempe dans le lait ou dans l'eau. Ce qui va donner la différence de goût, c'est plus ou moins d'ail, plus ou moins d'aromates et la différence du goût des fromages qu'on va utiliser. Des fromages plus doux, des fromages plus forts. En général, il y a des mélanges là, donc ce qui me fait que la métaphore de la merizzana est très belle, hein, parce qu'il y a des syncrétismes comme ça qui se créent, des mélanges et qui donnent des goûts différents selon les familles, plus forts ou plus doux. On va aller au bastion, Yann. On va aller au bastion. Alors, Carouge, je continue avec les commentaires architecture ancienne de la part de Joël. Il faudrait lire les commentaires directs. Oui, cela fait plaisir, Joël. Oui, on va lire les commentaires. J'ai fait mon service militaire en 85 ici, que de souvenirs. Oui, parce que c'est vrai, il y avait ici. L'armée est restée jusqu'en 92. Il y avait la régulière en 85, de 82 à 92. C'est ça. Et après, il y a eu la Légion étrangère. D'ailleurs, on voit ici toujours une pancarte là-bas. On va passer par là pour le bastion, Yann. On va passer par ici. Si vous voulez, on visite un petit peu le pont-levis tout à l'heure. L'histoire de cette manière, c'est d'un coup plus concret. Bah oui, du coup, merci à ce puits de connaissances. Ça, c'est pour toi. J'ai un ami qui va tous les ans. M'a dit Martine, j'aimerais bien me balader par là. Ben, venez, m'a dit. Alors Yann, il va se dépêcher un petit peu parce que ici, ça risque de pas passer en fait. Hein. On est un peu. Hein, alors, on va juste passer. Bonjour. Nathalie vous a prévenu, on va monter avec France 3. Pardon. Vous savez qu'il y a les artificiers? Il y a les artificiers. Oui, pour le feu d'artifice. Ah oui, d'accord. Et alors, il faut pas. En direct. Pour question de sécurité. Pourquoi vous faites ça? On est en direct sur la page Facebook de Viasat. Bonjour Facebook. Bonjour, enchanté. Donc vous êtes à l'entrée du bastion, c'est ça? Moi, je suis conseillère en séjour et. Qu'est-ce que vous nous conseillez? On ne veut pas monter. Je vous déconseille de monter, mais je vous conseille de venir voir le bastion ce soir pour le feu d'artifice. On va faire un petit tour. On peut pas monter du tout. Regardez, voyez avec eux si, pour les raisons de sécurité, si tout va bien. Peut-être qu'ils ont mis que les tubes pour l'instant et qu'il n'y a pas de. On va juste passer et ressortir par le jardin. Oui, allez-y. Après, voilà, de toute façon, vous allez les croiser. Il n'y a pas de souci. On essaiera de. On va pas prendre la partie feu d'artifice. Non, il n'y a pas de problème. On va pas rentrer. Bon, très bien. Ok, merci. Merci. Au revoir. Merci. Ah ouais, c'est ça le direct. Hein. On fait un tour. Alors là. C'est fermé. Du coup, ils ont fermé. Hein. Du coup, ils ont dû fermer. Vous voulez monter en haut pour avoir un point de vue. Ah oui, il y a un cadenas. Yann. J'ai peur de vous ouvrir et que. On peut peut-être les prévenir s'ils sont en train de préparer le feu d'artifice. On va partir directement à droite. Hein, oui, on n'ira pas les embêter. On va pas. Le feu d'artifice est à gauche. Ne vous inquiétez pas. Allez, moi, c'est juste que On vous maîtrise. soyez en sécurité. On maîtrise la situation. Ne vous inquiétez pas. Merci. Oui, donc on évoquait l'assaut de Chaudé-Guédichet qui a aussi fait un travail au niveau de la langue. Qu'on aussi par la Gourse,
Noi si può capire, ma quando si parla Bonifazzini, quindi appena è difficile. Ah, o Bonifazzini, se io ti parlo un po' con Bonifazzini è difficile da capire. È una lingua che di chi e che solo i Bonifazzini più non capiscono. Allora, quando Che è si, vero. quando- Capisco. quando si parla corso qui, è un corso di Sutanaccio. Allora, c'è un corso di Bonifacio che è assai interessante di noi, che era parlato dai pescatori fino al 2000-2010. Aveva una parlata che si è un po' persa. Ma sa parlata qui non era mica proprio o Sutanaccio sartinese o portivicciaccio sutinco come si parla qui, ma una stessa base e che aveva qualche elementi, qualche influenze di Gadureso, D'accordo. di Sardegna. Gadureso o Maddalenino, l'isolano di Maddalena. Ci potremmo mettere Andiamo a vedere. un po' di vista qui che ci dà quantunque una vista da ciò che si chiama Upiale. Upiale di Bonifacio, c'est le cos en français, viene a dire tutta parte calcarea che dà su magnifico luogo dove c'erano gli orti, gli aliveti, i vigneti. In dove si trovano i barracudi, no? I baracou sono sparti in tutta questa campagna qui che tu vedi qui, questa pianura qui, chiamata Upiali e che ha parte calcarea. Bon, non vuole mica dire che tutta la comuna è calcarea, a maggiorità, contrariamente a ciò che si pensa, la maggiorità della comuna è granitica, con il Monte della Trinità che noi vedremo dopo da un altro punto di vista. Dunque, ma su pezzo qui geologico faccio quantunque l'identità della città e in più c'è la città che si posta a Nantes. Così no, a comune che è maggiore è come tutti i comuni di Usutanaccio e di granito. E come la Sardegna di Gallura di noi. Ah, les barracuds. Ah, les barracuds, Yann il me fait des signes, etc. Effectivement, qu'est-ce qu'il y a, Yann? Référente qui nous embrasse. Ah, bah, Marie Ferrante, on lui fait un l'embrasse coucou. fort. On l'embrasse était. fort. Oui, bonjour Marie, on était avec elle à Saint-Florent. J'ai vu son Et parcours on a aussi. passé un bon moment. Et justement, tiens, ça me fait penser que toi, tu es auteur aussi. Et Marie nous expliquait qu'elle avait besoin de se retrouver à Saint-Florent, que c'était l'endroit où elle faisait la bulle et qu'elle puisait son inspiration. C'est un peu ton cas aussi. Toi, tu aimes écrire ici? Alors non seulement j'aime écrire ici, j'aime écrire d'ici et Bonifacio pour moi, bon Marie, on en a souvent parlé avec Marie et ça a été l'objet de bien des échanges fructueux et agréables, même d'ici, on a aussi parlé d'ici avec Marie lors de ses résidences. Oui, parce qu'elle si avait tu fait veux, une résidence ici à l'occasion oui, de Corse tout à fait, Odyssée. Hein. tout à fait, oui. On a un beau projet d'ailleurs dont on reparlera peut-être à partir du chant 10 de l'Odyssée. Il y a un texte qui est écrit et qu'on compte mettre en spectacle qui s'appelle Les Errants, les Ranti. Et si tu veux, moi Bonifacio, ce qui me fascine, c'est que c'est un lieu qui a de l'identité, mais dont l'identité est complexe. On a vu, j'ai pu passer du Corse au Bonifacien comme ça, et je ne suis pas le seul dans cette ville. On voit d'ici que même les réseaux sont complexes. On a essayé tout à l'heure, tu as vu que la Oui, 4G, oui, on avait- la 4G, elle pouvait être issue d'un réseau italien, d'un de réseau Vodafone italien, ou d'un réseau français. Voilà, moi la frontière me passionne. Et les Bouches ne sont pas une cloison, mais une vraie frontière. C'est-à-dire qu'il y a à la fois la marque de deux territoires différents et en même temps une porosité qui va organiser des choses, des échanges, des influences. Et ça me passionne, ça me fascine. Et c'est une des bases d'ailleurs de ce que je peux modestement écrire. Juste une petite précision, parce qu'on parlait tout à l'heure des barracuds. Les barracuds, en fait, ce sont des petites maisons, enfin non, des abris en pierre. A priori, ce sont des habitats temporaires Voilà. en pierre sèche, En pierre sèche avec qu'on une trouve vieille dans la technique campagne. qui date de la nuit des temps, de l'âge de bronze ou plus tôt même, qui est la technique de l'encorbellement de la pierre sèche. Voilà. Il n'y a pas de ciment. Voilà. On monte des murs ronds ou carrés, ça dépend des périodes et des lieux. Et on va faire comme ça des petits habitats temporaires qui servaient aux Bonifaciens et dont la campagne est disséminée et qui sont magnifiques. Qui sont magnifiques et certains sont encore en très bon état. Tout à fait. Il y en a plus de 250. Hein. On les a un petit peu comptabilisés. Une des plus belles vues, oui, Joël, c'est une des plus belles Peut-être vues. celle-là avec. effectivement, voilà. Alors, voilà, je profite de mon direct sur Facebook. De grâce, n'appelons plus ce rocher le grain de sable. Le grain de sable, c'est une invention du XXe siècle pour touristes. Pays Bonifazi, vous avez les deux rochers ici. C'est Odiu Grosso et Odiu Marmilin. Dio Grosso Et Odiu Marmilin, à côté, il est moins connu, mais c'est le petit doigt. Le petit, bon, tout ça est de l'ordre de la litote, mais c'est Odiu Grosso, le pouce, et Odiu Marmilin,
le petit doigt. Voilà. Donc, Et là, à Galère, juste devant, où les sgaioufs et bonifaciens venaient se baigner et viennent toujours alors se ça, baigner. c'est une manie du XXe siècle, hein, c'est de renommer des endroits qui ont des noms plutôt imagés et d'en faire des trucs. Je pense par exemple à Bawel, où il y a le fameux trou de la bombe, tu sais. Ouais, tout à fait. Le trou de la Le trou bombe. de la bombe, ça ne veut rien dire. Voilà, Et Utah, on a dit Ogompouledo. Ogompouledo, c'est un petit enclos Ogompouledo. naturel dans lesquels les brebis ou les chèvres pouvaient Et se Gachitone, Gachitone, le cirque de la solitude. Tout ça, ça ne veut rien Alors dire. l'hygiène a fait beaucoup de mal. Ici, c'est pas tellement l'hygiène, mais une espèce de folklore qui s'est installé petit à petit. Et Il faut voilà, moi retrouver- ça me fait mal. Ça me Oui, fait oui, mal mais c'est- pour tu as raison, mes il faut anciens. retrouver un peu. Surtout que ces noms sont beaucoup plus imagés Et que voilà. le grain de sel ou le grain de sable. Encore un petit coucou, Patou. J'ai passé la journée d'hier et toujours aussi magnifique. Oui, Patou. Pierre-André, bravo. Merci Pierre-André. Philippe qui est un fidèle de nos lives, qui nous passe un coucou. Pierrette, en effet, une belle vue. Étant allé sur le port, on aurait vraiment plaisir de passer par tous ces remparts, escaliers et presque seule ville différente des autres. C'est vrai que c'est une ville très particulière, qui est une ville unique. Qu'est-ce qu'on a, Joël? Oui, une des plus belles vues, magnifique endroit, vue sur le grain de sable. Voilà, Laura. Non. Enfin non, oui, on peut pas. Voilà, On Laura, peut plus maintenant le que tu nier, ça a connais- plus d'un siècle. Voilà. J'ai retrouvé des traces du mot grain de sable début 20e, Eh ben, dans les années 20. Laura, C'est fou, dans maintenant, la elle n'avait peut-être bibliographie. pas le vrai nom, maintenant elle connaît le vrai nom. Donc on a vraiment quelque chose qui s'est installé très tôt dans le XXe siècle, peut-être avec l'arrivée des premiers touristes, pour pas leur dire le Diogros, mais chaque fois moi je tiens à rétablir le nom que les bonifaciens lui donnent. Et chaque rocher ici a un nom presque, hein. C'est un endroit très très fréquenté. On repart? On va aller vers le jardin des vestiges, alors là un nom qui a été donné par les archéologues, mais il n'y a pas de nom bonifacien. On va ressortir par le circuit normal On est sur le bastion, hein, comme on l'a remarqué. On le voit, on le verra pas en vue ici parce qu'on va rester sur la haute ville. Mais ici, on est sur l'esplanade du bastion, qui est un aménagement de fortification du XVIe siècle. Sur les escaliers. Le bastion est une fortification moderne, hein. Même si les fortifications de Bonifacio datent du Moyen-Âge, mais elles ont disparu dans les fortifications modernes. On revient un peu à ce qu'on avait commencé à évoquer tout à l'heure, c'est-à-dire le travail que tu fais, ton inspiration que tu peux puiser ici, dans cette ville, dans cet endroit où tu as tes racines, où tu as tes tripes qui sont accrochées ici. Alors, tu es auteur, compositeur, mais surtout auteur de chansons. Je crois qu'il y a une quarantaine de chansons, mais tu en as plus que ça, une quarantaine de chansons qui ont été... Oui, j'en ai fait une centaine, en gros, un peu plus même. On connaît j'allais dire la plus célèbre, peut-être pas, mais en tout cas une des plus célèbres qui est devenue un tube maintenant, c'est Azerve, hein, que tu as écrit et composé. Oui, j'écris les paroles et musique. Ouais. À partir, je le signale toujours parce que cette chanson a été créée à partir d'un hommage qu'on rendait à Pascal Ottavi, qui avait écrit une nouvelle qui s'appelle Azerve et qu'on peut retrouver dans sa bibliographie et qui raconte cette histoire mais en prose. Moi j'en ai fait une chanson. Une très belle chanson qui est dans le répertoire de Vocevent, pour lesquels aussi tu as travaillé sur le dernier album. Tu as écrit. Je figure dans tous leurs disques, au moins avec une chanson. Et le dernier, il y a Au Général et Cesare Zamproncante. Qui a donné le titre au disque. Ouais. Et Au Général, d'ailleurs, qui s'inspire un peu de la lettre de Napoléon à Pascal Paoli. Qui s'inspire complètement. Je suis parti de la lettre d'Oxon. Voilà. C'est une commande de Bogevant, parce que le film de Rinat Ouvrasati, Les Exilés, a connu le succès que l'on connaît. Il y avait une première chanson qui avait été faite par Jean-Claude Aqualier. Je fais juste une parenthèse, parce que Renato sort son deuxième court-métrage, Béatrice, qui sera projeté à l'âme, je crois, le 31 juillet. On attend ça avec impatience, on ne le loupera pas, il a beaucoup de talent. Donc Frédéric Poggi, qui est d'origine bonifacienne, petit parent à moi, je suis Poggi par ma grand-mère, moi, est venu me voir à Corté. Il m'a dit voilà, sur la musique des exilés qu'il avait composée, est-ce que tu peux mettre un texte, on va en faire une chanson. Et voilà, et on a fait Au Général. Et je suis parti de la lettre d'Oxon, hein, donc j'ai essayé de faire parler Napoléon dans une fiction bien entendu plus ou moins infidèle, mais j'ai essayé de pas trop déroger. Peut-être Napoléon n'avait pas cette exaltation-là, après il faut en faire un petit peu un moment d'exaltation, et surtout réconcilier à travers ce moment Paoli et Napoléon qui ont toujours été un petit peu séparés par l'histoire, l'un dans le camp français, l'autre dans le camp corse. Tout ça est un petit peu à nuancer aujourd'hui. Alors ici on est
Voilà, Yann nous fait découvrir un peu Ici, alors ici on est dans. Alors, j'expliquais tout à l'heure, on va prendre 2 secondes pour expliquer ces ruines-là. Quand Bonifacio a subi son second siège en 1553, où il y avait le pirate turc, enfin le turc Dragut, les Turcs étant alliés à la France et à Sampierre-aux-Corses. Juste, il faut rappeler, je te coupe une seconde, on est en 1553 et la ville est déjà totalement meurtrie parce qu'on a évoqué tout à l'heure la grande peste 1528, où la ville a perdu 5/6 de sa ce qui est population. énorme. On dit C'est que énorme, sur c'est- 5 ou 6 000 personnes, il y a 4 000 personnes Ah ouais, qui sont mortes. quoi. D'ailleurs, 5 000 la personnes petite qui sont chapelle mortes. de Saint-Roch, ici au bord de la falaise, juste en dessous, est le lieu qui a été. Saint-Roch étant le patron des pestiférés et des malades en général, des épidémies. Et oui, c'est une époque difficile pour Bonifacio, un Bonifacio affaibli, qui est toujours plus ou moins sur ces structures de fortification du Moyen-Âge. Et Sampiero et l'armée française et les Turcs arrivent avec des nouvelles techniques de guerre, et notamment les boulets métalliques, qui vont faire très très mal aux Très mal, fortifications. Bon, la ville se rend quand même sur une négociation à Sampiero. Ils promettent de ne pas la dévaster, elle est quand même pillée, etc. À partir de cet épisode, on arrive à Cato Cambrésis, au traité de Cato Cambrésis. Les Génois récupèrent quand même Bonifacio et décident de l'embastionner avec des fortifications modernes qui vont résister à ces fameux boulets et donc épaissir les murs de la ville, d'où les différents embastionnements. Et le plus beau est le bastion de l'étendard, sur la tour de l'étendard. Si on était rentré dedans, dans le bastion, on aurait vu que l'intérieur est rond. Oui. Donc l'intérieur a conservé la tour médiévale et a renforcé. Alors, explication, revenons à ces vestiges-là. Pourquoi ces maisons ont-elles été abandonnées à ce moment-là? Oui. Tout simplement parce que l'épaisseur des murs a avancé sur la ville et que les maisons ont reculé. Et certaines ont été prises dans l'épaisseur. Tout ça a été recouvert de terre et D'accord. rempli de pierres. Ok. Et tout ça était dans l'épaisseur des fortifications. Des archéologues, début des années 70, d'Aix-en-Provence, sont venus fouiller et ont dégagé ce qu'ils ont appelé le jardin des vestiges. Et on retrouve ici donc les ruines des maisons médiévales antérieures à 1553, au moment où la ville a été dévastée, et surtout antérieure à la réfection des fortifications modernes, celles qu'on voit aujourd'hui. Alors, paradoxe de l'histoire, depuis ces fortifications-là, la ville n'a plus subi de sièges et de batailles, même si le 19e siècle et le 20e ont continué à renforcer les fortifications militaires. C'est la fameuse force de dissuasion, on va dire. Voilà, c'est un petit peu notre force de dissuasion, même si aujourd'hui, la ville ne résisterait pas à une attaque aérienne. Oui, ça c'est sûr. Je reprends un peu le fil des commentaires. Joséphine, bel endroit. Philippe, ça fait plaisir de voir Laura en commentaire. Merci Philippe. On va se rencontrer un jour. Laura, j'adore cette chanson. On parlait donc de la Zerve. On a Chris qui nous fait un appel, c'est-à-dire qui nous rappelle que la disparition qui a eu lieu à Sorbocognano de Nicole Pietri. Chris, et on a relayé cette information et tous les médias insulaires ont relayé cette information. Je ne sais pas où en sont les recherches. J'espère qu'on espère tous que cette personne sera retrouvée saine et sauve. On souhaite encore beaucoup de courage à toute la famille et tous les gens qui sont à sa recherche. On va faire un peu de bruit médiéval. Allez, on fait du bruit médiéval. Oui, ça ressemble à un instrument de torture, mais c'en est pas un. À Yann de passer à la roue. Voilà. On est sorti. Une visite guidée super avant de venir vous voir les Bonifaciens. C'est de la part de Franck, Clément, qui dit attendez, le soleil. Mi dà voglia di voltare in Bonifacio, a visitare Bonifacio. Ti faccio un pezzo che non so più andato. E beh, vieni pure. Che non vengi pure. Mica d'Austo, eh? Mica da perché Ah no, 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 mica d'Austo. Chi do Franchi Austo, no? Che venissi di settembre, ottobre, ma mica d'Austo. Allora, qui siamo in piazza del mercato, i bonifazini chiamano qui un Magilu. Un Magilu è un macedo. Era qui un luogo dove si tumbavano i bestie e dunque siamo in questa piazza qui che è diventata assai turistica e abbiamo passato in un lughetto qui che si chiama come in Sartè a Manichila, in Sartè a Manigheda, che penso è uscito da una parola a Manica, un piccolo passaggio che ci porta a una piazzetta qui di noi, un punto di vista. In due va vedere due luoghi in due c'erano
luoghi di mantenimento dei silos, luoghi di mantenimento di biada, di grano. Voilà. D'accord, de cuit. Qui sotto più tardi sarà acchiarato da municipalità e qui per resistere giusto appunto ai sedi, agli attacchi che venivano da mare, i bonivazinchi accadastani o grano per poter mantenersi in città. Les réserves de grains étaient là en cas de siège, des silos. Des silos a grain. Pour, Allora, qui di noi, Qui di noi. è un condotto genovese. Zinesi, il condotto zinesi. Il condotto e Bonifacio è stata una delle prime città di Corsica a essere attrezzata da un condotto in tutte le à tout à l'égout. che partia, che tutto si svacuria par au mare qui. Alors anecdote là, si tu as 2 minutes, Oui, oui, oui. dans les années 60-70, ce condotto sur tout à l'égout fonctionnait toujours. Et les touristes qui étaient au col Saint-Roch, les jours de tempête, disaient oh les embruns, les embruns, les embruns. Et infatti ricevivano l'acqua di condotto et les bonifaciens mouraient de rire à ce moment-là parce que les embruns, ma capito Oui, ciò les che embruns dire, étaient chargés. Ah ouais, c'était un peu... On continue notre promenade. Et Marico, on nous dit au primiscrite, mais pas rien. C'était dans un recueil de nouvelles. Alors, c'est la vie bonifacienne. Bonjour. La vita bonifacienne, a gente si litigano come Questo è un patrono di ristorante che a me... Non era mica contento. Faremo da qui. Oui, un de tes une nouvelle, je me souviens, qui était dans un recueil de nouvelles qui s'appelait Mysteri da Impera, enfin j'allais dire le cahier des charges entre guillemets de ce recueil, c'était de faire un peu des nouvelles à caractère un peu soit fantastique, soit policière, mais quelque chose autour du mystère. Et Ouais, effectivement. tu avais publié ta première nouvelle. Eh oui, oui, qui se passait à Bonifacio. C'est ce qui m'a un peu encouragé dans la littérature, puisque j'avais eu le premier prix du concours de RCFM, qui était impulsé par Pedro Mari à l'époque. Et donc j'avais fait cette nouvelle, Dopa Abogata, qui est en fait un récit de mon grand-père. C'était parti d'un récit de mon grand-père qui a fait les Dardanelles en 14-18. Et un récit de ma grand-mère aussi qui me racontait une histoire d'une dame qui avait abusé un petit peu des morts à ce moment-là et qui faisait commerce de croyances et surtout elle devinait quoi. Voilà, donc j'ai bâti un scénario entre la guerre de 14-18 et le naufrage du Suffren en particulier dans la Méditerranée. Et j'ai bâti comme ça tout un scénario à partir de l'histoire de famille finalement. Depuis, tu n'as pas cessé, tu as puisé toujours une inspiration. Alors, j'ai plus beaucoup écrit en prose. Attention, Yann, j'ai plus beaucoup écrit en prose parce que j'ai beaucoup écrit en prose scientifique et le boulot à l'université me prend beaucoup de temps. Donc, j'ai fait un recueil de nouvelles à partir de ce moment-là, entre 89 et 2000. Et ensuite, j'ai publié plutôt 3 recueils de poésie et en prose un recueil de chroniques, toujours pour RCFN, qui raconte l'histoire des lieux en Corse. Et voilà, grosso modo, et sinon, à droite, à gauche, comme ça, des petits textes, des moments en Corse ou en français. Mais beaucoup de prose scientifique quand même. Mais c'est un projet de retraite que de pouvoir me remettre à la prose, à la nouvelle, peut-être à des récits plus longs, je ne sais pas. Oui, parce que nouvelles, poésie, chansons, c'est... tu n'as pas une petite frustration, j'allais dire, de vouloir aller plus loin, pas aller plus loin. C'est ce que me disent mes amis. Ils me disent souvent tu tu devrais arrêter tout ce que tu fais en administration. Non, on n'arrête pas. Non, tu devrais arrêter tout ce que tu fais en administration, en politique et continuer. On va aller tout droit par la rue Saint-Dominique et te consacrer plus à l'écriture. C'est vrai que c'est ma vraie passion et que j'aimerais m'y consacrer plus longtemps, plus souvent. Ça reste. J'écris toujours, j'écris beaucoup pour la chanson en ce moment. Je vais continuer à écrire pour la poésie. Je publie de la poésie dans diverses revues, diverses anthologies. Voilà, j'en suis à mon 3e recueil. Je crois que la poésie, c'est plus le récit court, la poésie. Oui. Voilà, j'ai une espèce de tendance à des formules plus concises, plus rapides. Tu te retrouves beaucoup là-dedans. Oui, mais bon, des écrits de longue haleine peuvent me plaire aussi. On sent dans les textes de chansons de façon qu'il y a une précision de la langue,
une image qui saute tout de suite dans l'imagination. Tes mots à la fois ont une espèce de sonorité, une métrique particulière qui est totalement dédiée à la chanson. J'aime la chanson. Voilà. La chanson, c'est Et en une même temps, passion. voilà, C'est c'est très évocateur. On parlait d'Azerve, il y en a eu d'autres, mais c'est des chansons qui nous touchent de suite, et d'ailleurs qui sont rentrées dans le patrimoine, j'allais dire, culturel classique de la chanson. C'est devenu des classiques aujourd'hui de la chanson. Écoute, c'est toujours une belle satisfaction, une belle reconnaissance. C'est toujours un vrai plaisir que d'être partagé. C'est-à-dire qu'une chanson, quand elle est écrite, elle est brute. Elle t'appartient. Voilà, elle t'appartient déjà plus. Et surtout, tu vois, une chanson comme Azerva, par exemple, puisqu'on en parlait, si, elle est sublimée par le groupe, par la voix de Signe. Et c'est quelque chose. On va faire un coucou à... Non, il n'est pas au chapeau. Et donc c'est quelque chose qui t'échappe un petit peu et qui passe dans d'autres mains. Je crois que ce ressenti-là, tu peux l'avoir aussi avec le théâtre. Je crois que c'est une vraie satisfaction aussi. Les dramaturges ont un vrai bonheur, ce que me disait Jacques Thiers. Et le plaisir de voir ton texte mis en scène et dit, joué, je crois que c'est un bonheur du partage. Avec Marie la semaine dernière, quand on disait que voilà, quand on écrit, ça me tente beaucoup. On imagine un peu des personnages, on a j'allais dire des squelettes, mais après les comédiens, les metteurs en scène, les comédiens qui font ce travail-là mettent de la chair, du sang, de la peau, de l'émotion autour de. Et apportent des choses quelquefois que l'auteur n'avait même pas imaginé, et ça va mettre plus loin. Et c'est un grand bonheur de Oui, pouvoir, et puis il y a beaucoup, dans la chanson, il y a aussi souvent de l'empathie. C'est-à-dire qu'on écrit souvent pour soi, mais on répond aussi à des commandes. C'est-à-dire que, moi, je sais pas, moi, je viens de travailler pour Serge Vac. Qui sort un album. Voilà, qui sort un album. Dans quelques jours. On a discuté thème. Voilà, on a discuté thème. J'ai donné un bon coup de main. J'ai fait une chanson aussi pour Tony Sampier et son dernier disque. Voilà, il faut répondre à des commandes comme ça. Et ça peut être... quand un compositeur te dit, voilà, j'avais pensé à ce thème, j'aimerais que tu parles de ça, et qu'il revient vers toi et qu'il te dit, wow, tu as dit exactement ce que je voulais dire, mais 1000 fois mieux que ce que je ne l'aurais fait. Bon, c'est un vrai bonheur que d'avoir fait plaisir comme ça, et d'avoir... tu es une sorte de passeur à ce moment-là, et tu fais plaisir à tes amis. Et ça c'est un très très beau sentiment, un très très beau ressenti. Quand tu écris une chanson, etc., quand tu écris pour quelqu'un, c'est pas forcément une contrainte. Hein. C'est un cadre qu'on te fixe, mais dans lequel tu as une totale liberté. Et c'est souvent investir l'espace de désir d'une personne sur un truc. Tout à fait. C'est très gratifiant aussi. C'est gratifiant. Bon, d'autant que je peux me laisser. Tu vois, on parlait tout à l'heure de Chisera Semproncanto. Chisera Semproncanto, c'est un texte que j'ai fait sans qu'on m'ait donné la musique, que j'ai donné à Fred de Poggi et qu'il a bien accepté, qu'il a bien ressenti et qui est quelque chose qui me tient particulièrement à cœur. Alors qu'au général, c'est une commande. Tu vois, voilà, ça fait. On se retrouve là-dedans. Voilà, on est salle Saint-Jacques. Tiens, ici, Saint-Jacques. on peut peut-être regarder un petit peu. On est en période d'une très belle exposition qui s'appelle Folavlor. Voilà, qui part des plantes locales. Ici, l'entrée, on est accueilli par des arbouzes, tu vois. Et ça donne... La salle est belle. Déjà, c'est une ancienne chapelle qui avait été le four à pain de l'armée et de la Légion. Bonjour. 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 Et tu vois que... On fait juste un petit tour, hein. Regarde. On est en direct sur la page Facebook de Via Stella. Merci. Ça vous fait un peu de pub. Et voilà, donc Nicolas Roux-Dibusson a pratiqué une belle initiative, a pratiqué une belle démarche ici, c'est-à-dire qu'il est parti dans toute la Corse avec le Conservatoire de la Botanique, le parc naturel, il a photographié des fleurs, des plantes, et il est reparti de leurs légendes, le lys, l'arbouse, la couronne d'épines là-bas, il y a un tas de choses, et il en a tiré des photographies montées qui donnent des... comment dirais-je, aménagements comme ça, esthétiques, qui sont sympas, quoi. Très beau. Très beau. Voilà. Et la salle est très belle. Bon, la salle est magnifique. La structure, tu vois, c'est une mise en acoustique, hein, c'est pas un décor. Hein. C'est une chapelle médiévale aussi, hein, pas au Moyen-Âge, 13e. L'exposition dure jusqu'à quand? Tout l'été. On l'a tout l'été, et c'est le fruit d'une résidence d'artistes qui a duré toute l'année dernière, et c'est un projet qui part de 2016. Donc vous faites aujourd'hui
des résidences d'artistes. régulièrement. C'est un peu- Et puis un là, peu l'initiative que tu as voilà. prise depuis que tu es en fonction comme adjoint à la culture. Tout à fait. Et on essaye de mettre la salle Saint-Jacques, c'est une salle d'expo, on essaye de mettre aussi souvent des œuvres dans la ville. Je te coupe parce qu'on a une question d'un internaute, Clément. Scrivendo tutte queste canzoni, non è mai venuta a voglia di esce un disco? Est-ce que tu sortir un disque toi et chanter? Alors, j'écris aussi, c'est moins connu, mais j'écris en bonifacien. Si notre internaute va sur le site, il tape Matteo Di Meglio, qui est le prénom de mon fils, et il va trouver toutes les chansons en bonifacien, et il pourra trouver quelques chansons où je suis à la fois auteur, compositeur et interprète. C'est les rares fois, c'est assez confidentiel. Clément Joseph, sai ciò che t'hai da fare, hai un internet e picchia un internet Matteo Di Meglio. Matteo Di Meglio, voilà. Ouais. Et voilà. Et il va trouver des chansons où je chante, mais c'est assez rare quand même. Je suis pas exceptionnel là-dessus, donc c'est pas. Non, je travaillerai plutôt pour les d'autres, mais peut-être non sur un projet comme ça. On a un coucou de Belgique de la part de Marie-France, Amitié de Belgique. Bonjour à toute l'équipe, merci pour vos excellents reportages. Rosangèle, Maryse, ça me fait plaisir d'apprendre davantage l'histoire de Bonifacio avec vous. J'aime beaucoup cette ville et ses habitants, merci. Jean-Louis Achard qui dit 10 000 un lion. Mi bacio forte, Jean-Louis, ha passato una stonda come qui, ci siamo campati. Jocelyne, merci pour ce reportage. Un bonjour de la Côte d'Ivoire à toute la Corse, de la part de Siaka. Côte d'Ivoire, il y a notre amie Marie-Hélène Costa qui est là-bas à Abidjan. Donc là on va monter là-haut. Hein. Yann, tu as vu que c'est bon, on y va. Est-ce qu'on va réussir à monter? Je vais vous faire profiter de la vue du haut du Tourion. Je vais vous expliquer Ah un ouais, petit peu très ce que bien. c'est, ce Tourion. On va avoir le privilège de monter parce que c'est pas un endroit qui est accessible à tout le monde. Voilà, non, c'est un endroit qui n'est pas accessible aux les guides interprètes, les guides conférenciers. Donc les amis, on a un petit privilège, une chance qu'on va partager avec vous, c'est qu'on va aller dans un endroit qui est logiquement inaccessible. Hop, je récupère pendant ce temps-là le direct et j'essaie de voir s'il y a d'autres commentaires. Il fait très chaud ici, donc vous avez vu, on fait cette balade depuis presque 1 heure maintenant. Si vous êtes dans le coin, si vous allez venir en vacances, même si vous êtes ici, si vous habitez ici, si vous êtes Goursi, et venite in Bonifacio, di un luogo magnifico, meraviglioso. Allez, culemo. Ti lascio passare, Yann. De belles Codennes en Provence, beau reportage. Et là, on ouvre. Premier étage du Tourion. Premier étage du Tourion. Alors ça c'est la nouvelle médiathèque en fait. À droite, donc, on a la nouvelle médiathèque. Ici la nouvelle médiathèque qui est un vieux bâtiment de 1968 qui a été bâti par la Légion étrangère. Oui, parce qu'ici on est sur le domaine où il y avait la Légion Voilà. étrangère. Hein. Donc ici il y avait des batteries et elles ont été recouvertes par ce bâtiment qui n'est pas très intéressant en soi, mais on l'a quand même rénové. On aperçoit au fond là-bas, alors, au fond là-bas, cette avancée qu'il y a derrière le cimetière marin. Tout à fait, ouais. Qui était difficilement accessible à l'époque puisqu'il y avait la Légion, il fallait passer par la Légion, par l'enceinte de la Légion. Tout à fait, oui. Ici, on était déjà dans l'enceinte militaire, la partie militaire de la ville qui, depuis le 19e siècle, est complètement séparée de la ville. Aujourd'hui, elle est revenue dans la ville, même si on a encore beaucoup d'aménagements à faire. Alors, immédiatement, on a parlé de ce bâtiment qui est rénové. Celui juste après, c'est la vieille caserne génoise, qui date du 18e siècle, 1735, commencé par les Génois, terminé ensuite après l'annexion de la Corse à la France par les Français sous l'Ancien Régime. Alors cette caserne elle est superbe parce qu'il y a des citernes, ce qu'on voit devant c'est un superbe impluvium qui recueillait les eaux et c'est un très très bel aménagement du 18e. Un peu plus loin, là-bas au fond, on voit le couvent de Saint-François qui est aujourd'hui aussi à la mairie, qui jouxte le cimetière. Le cimetière date, comme beaucoup de cimetières français, au moment où ils ont été obligatoires, du début du 19e siècle, 1818 à ma connaissance. Et superbe cimetière, fait de chapelle, un petit peu comme à la génoise. Ouais, le cimetière est très beau. Et tout au fond, il y avait une ancienne chapelle qui a disparu, qui s'appelait la chapelle Saint-Antoine, à côté du couvent de Saint-François. Et les batteries, qui n'existent plus aujourd'hui, mais qui ont gardé leur structure, s'appellent les batteries de Saint-Antoine. Et Surveiller les Bouches, ce sont des aménagements du 19e siècle, ça, et qui constituent aussi
une ligne Maginot en Méditerranée jusqu'aux années 30. Donc il y a des aménagements qui datent de Maginot. On va monter dans On monte. le Florian. Pour pouvoir reposer facilement. Alors, on va quand même saluer le travail que fait Yann parce que vous le voyez pas, moi je le vois, il est en nage, il nous suit, il est en nage et c'est très difficile, il y a des escaliers partout, il y a des obstacles, mais il est là, toujours là, pendant qu'Alain ouvre la porte. Allez, on y va, vous allez voir, on est sous verre et on monte. Alors s'il y a des petits problèmes de réseau, on va aller vite parce que comme les murs sont très épais, il risque d'y avoir des petits problèmes de réseau. Si ça coupe, ne vous inquiétez pas, on revient derrière. Donc on monte vite et Yann va nous rejoindre en courant. Il est très sportif comme vous le savez. Et on va vite arriver. Voilà. Là il y a des fenêtres donc ça devrait marcher. Ça passe pas. Ouais, il y a des risques de la 4G que ça passe pas, comme les murs sont très épais. Mais comme il y a des fenêtres, il y a peut-être des endroits où ça passe. Donc hop, on fait vite et en espérant que ça ne coupe pas. Et si ça coupe, on ne s'inquiète pas, on reprend juste derrière. De toute façon. Ouais, c'est une vecchia comunque. C'est tonique. Il n'y a pas d'ascenseur, hein, évidemment. Et le dernier, il est mortel. Hop. Alors Yann essaie d'ouvrir la porte, mais Ça passe pas. hein, ça passe pas. Bah écoutez, moi je vous recommande d'arrêter de fumer pour tout ce qui est escalade. C'est ce que j'ai fait. Et je m'en porte bien mieux. C'est ça, Yann? Hop. Alors on essaye. Ah voilà. Le Graal. C'est le Graal, c'est l'apothéose. Allez, vas-y Yann, passe. C'est exceptionnel. Attends, j'arrive avec le micro. Tu as du réseau. Alors ici c'est exceptionnel parce que on est crevé. On est un peu essoufflé. Parce qu'ici il y a tout. Quand j'ai des amis à accueillir à Bonifacio, à la limite pour leur faire visiter la ville, j'ai même pas besoin de faire tout ce parcours. Oui. Je viens ici et j'explique tout. L'histoire, la géologie. On a même un drone qui nous survole. Ah. Au-dessus. Donc ici on voit par exemple Alors, la densité de la ville exactement. civile par rapport à la ville militaire. Juste à notre gauche ici. Sur la gauche. Ici, donc vous voyez la densité des toits, la densité des rues. Donc ici, Oui, là on voit le vraiment clocher de Sainte-Marie. la concentration des habitations, ce qui explique aussi les ruelles très étroites, etc. Voilà. On a concentré les habitations. On comprend en regardant comme ça vers le nord comment est fait Bonifacio géologiquement, c'est-à-dire un causse calcaire qui est venu se poser il y a 20 millions d'années à peu près sur un vieux socle granitique que l'on voit au fond là-bas, Au fond, oui, tout à fait. avec le massif de la Trinité ici, Massif de la Trinité où il y a l'église de la où Trinité. il y a l'église de la Trinité. Et tout au fond là-bas, on voit la fin de l'épine dorsale de la Corse avec le massif de Cagnes. Et un peu plus loin, on devine. Ce que vous pouvez deviner, c'est l'Incoudine. Voilà. Que Yann le tourne. Voilà, donc on voit toutes les strates géologiques de Bonifacio, comment la ville a été pensée et conçue sur cette presqu'île, puisqu'on a la mer d'un côté, ici, en dessous, avec des bateaux, et la mer de l'autre. Et la mer de l'autre côté. Donc on est bien sur avec la une Sardaigne. langue de terre qui est une citadelle naturelle qui a été la cause de son existence. Et un port naturel, évidemment. Et un port naturel, une ria de 1000 marins, très profonde, ce qui est aussi la raison de cet aménagement. Voilà, ici on est face à la Sardaigne. Qui est à 12 km de côte de Bonifacio. Voilà, juste en face, cette presqu'île que l'on voit, ce petit promontoire, c'est Capotesta. Ensuite, un peu plus bas, on a la ville de Santa Teresa. Voilà, après toute la côte galouraise, là, et derrière la pointe Pertusato, l'archipel de la Maddalena et l'archipel des Lavezzi, qui en fait sont un seul et même archipel que les Génois appelaient l'Isuri di Caruggi. Les Caruggi, c'est le passage, c'est la rue, hein, les îles du passage. Et que les Italiens appellent souvent les isole intermedie, les îles intermédiaires. Hein. C'est-à-dire que, en fait, ce passage est très beau parce qu'il est constellé d'îles comme ça, plus ou moins grandes, dont Cavallo et Lavezzi, qui sont des îles beaucoup plus connues. Voilà, les donc, Lavezzi qui sont
auxquels on peut accéder. Sud-est, Voilà. là, sud-est, on peut accéder par les La Vedge, excursionnistes. l'île La Vedge, qui est une île sur laquelle il y a un phare, qui est maintenant où il n'y a plus de gardien de phare d'ailleurs depuis. C'est depuis vrai, les c'est 80. vrai, c'est vrai. Et Caval, qui est l'île qui est peuplée et qui est sujette aux polémiques qu'on a connues dans le passé. Oui, Caval, c'est une histoire C'est qui compliqué. concentre toutes les conneries qu'on a pu faire dans ce pays en quelques années. C'est-à-dire que c'est la part du feu, Caval. C'est la part qui a été donnée quand on a créé une réserve naturelle. La part donnée à l'aménagement et ça a donné toutes les dérives possibles du tourisme, une sururbanisation, de l'argent blanchi, de l'argent sale, etc. Donc voilà, c'est vraiment l'exemple de ce que, si ça pouvait nous servir de leçon en Corse, Cavallo est là pour nous rappeler à une certaine vérité, hein, que quand on consomme des sites comme ça, on finit par gâcher les plus belles zones qui existent encore. C'est Caval, pour l'avoir connu dans les années 60, c'était une perle en Méditerranée. C'est toujours très beau aujourd'hui, mais ça n'est plus le même endroit, quoi. Exactement. Une certaine vérité, une certaine vulnérabilité aussi. Hein. Et oui, Faut- parce qu'on faut être s'est vigilant. laissé déborder par une somme de dérives. Et voilà, les pouvoirs. On a Léa qui dit j'ai peut-être manqué un épisode, mais je m'interroge toujours sur la vieille bâtisse qui est désaffectée non loin de vous. Si je vois bien, je pense que les De 2 siècles. Et donc, ça ne se rattrape pas du jour au lendemain en même temps. Alors on a des gens qui nous disent qu'on n'a plus de son, Yann. Est-ce que non, visiblement, on a toujours du son, ça module. Vérifie si ça module. Je regarde là, oui, ça a l'air de moduler. Rien n'est. Attends. Vérifions. Non, ça marche. C'est bon. C'est bon, ça y est, on nous répond, c'est bon, ça y est, c'est revenu. Merci Philippe, justement, qui nous demande, Alain, qui te pose une question. Il voudrait que tu nous donnes un peu des informations sur les différentes confréries de Bonifacio. Alors, Bonifacio a 5 confréries. Elles datent vraisemblablement pour les premières 12e, 13e siècle. Et elles sont issues de religiosité populaire avec une fonction corporatiste. La confrérie de Sainte-Marie-Madeleine dédiée plutôt aux jardiniers, Saint-Jean-Baptiste Miséricorde et menuisier, la principale Sainte-Croix et la confrérie de l'hôpital. Voilà, il y en a 5 comme ça, confrérie des pêcheurs Santière. J'ai dû oublier Saint-Barthélemy, qui est la grande chasse. Donc ces confréries existent toujours, elles fonctionnent toujours, elles ont un patrimoine de rites et de chants qui est exceptionnel. Et voilà, les fêtes votives sont régulièrement célébrées. La prochaine, ce sera Sainte-Marie-Madeleine le 22 juillet. La suivante, la grande procession de Saint-Barthélemy. Alors, ces confréries ont chacune un oratoire et elles ont aussi chacune un grand groupe sculpté qui sont issus des ateliers Maragliano de Gênes du XVIIe siècle et qui sont des objets superbes de notre patrimoine et qui sont toujours vivants puisqu'on les sort en procession régulièrement pour la Semaine Sainte et pour les fêtes votives. Et voilà, donc Et pour la Semaine Sainte, donc, chaque confrérie a un parcours dans la ville. Hein. chaque confrérie a un parcours dans la ville le matin et le soir, les processions dans la haute ville sortent les groupes sculptés et ont aussi un parcours avec des chants de la Passion et des oratoires, des sépulcres qui sont visités un petit peu comme partout.
On a aussi, en dehors des processions, on fait toujours l'office des ténèbres qui dure pratiquement 4 heures. Et voilà, on y est particulièrement attaché. Ce sont de très beaux rites et surtout de très beaux chants. Ce qu'on connaît moins, c'est ce patrimoine immatériel lié aux confréries et qui est vraiment magnifique. Donc on avait pendant la coupure de son des gens qui ont un peu loupé l'explication, notamment Léa sur la vieille bâtisse. La vieille bâtisse c'est donc appartenait à la Légion. Alors ces deux bâtisses-là sont de deux périodes différentes. La première ici, c'est la caserne génoise. Vous voyez de là son superbe impluvium avec ses arcs-boutants. L'impluvium et les arcs-boutants convergent vers une grande citerne qui est juste en dessous de la caserne, qui récupère l'eau. Alors en histoire d'eau aussi, on a juste derrière, je ne sais pas si vous voyez ce petit édifice qui ressemble à une tour. Oui. Avec un toit taillé en biseau comme ça, voilà, comme une carotte biseautée, je dirais. Alors ce puits, c'est l'entrée d'une galerie qui est une carotte tirée du calcaire qui descend en colimaçon jusqu'à la nappe d'eau douce dont je vous ai parlé tout à l'heure à propos des escaliers du roi d'Aragon. Il y a ici, sous cette tour, 320 marches en colimaçon taillées dans le calcaire par les militaires français en 1850, entre 1850 et 1853, c'est magnifique. C'est aujourd'hui la propriété de la collectivité de Corse. Nous avons l'intention de le mettre en lien, ce puits, avec l'escalier du roi d'Aragon qui le jouxte, qui le rejoint. Et ça va donner une visite patrimoniale à vocation touristique, oui, mais aussi pédagogique de premier plan. Voilà, alors pour terminer, la caserne génoise, donc 18e siècle, et la caserne française, la grande, là, qui est ce bâtiment que je trouve personnellement un peu disgracieux puisqu'il a été agrandi 3 fois. Il a eu une première implantation, puis un agrandissement, puis un second, fin 19e, début 20e. Et qui constitue la grande caserne aujourd'hui, qui est vide, qui accueille un petit peu la poste, mais c'est provisoire. L'intention, c'est d'en faire un centre culturel, mais ça reste encore une intention, le projet n'est pas encore ficelé. Ça reste encore un projet et il y a énormément de travail encore à faire dans cette ville et de beaux projets en perspective. Alors, on ne va pas tarder à se quitter, alors je vous rappelle qu'on est ici en haut du Tourion, hein, qui est l'endroit où on voit la totalité de la ville. On a une vue à 360 degrés, hein, donc Yann va nous en faire profiter encore une fois. On fait un petit coucou, coucou Léa, un énorme merci, pardon, j'ai manqué l'explication, mais voilà Léa, tu l'as l'explication. Jean-Claude Trojoli, Elodie Propriobé, Monsieur Dimi Migan pour Nabrach, Tabrache Molinou. Le Cantal et la Corrèze regarde aussi, deux amis participent, très bien pour le Cantal et la Corrèze, merci. Voilà, les problèmes de son qu'on a eu. Alors, on est en juillet, le gros de la saison, ça va être en août. On ne conseille pas aux gens, hein. On va dire, si on a un conseil à donner pour venir, c'est quoi la meilleure période, quoi? Ça dépend ce qu'on veut faire, hein. Si on aime la station balnéaire, les nuits où on va s'amuser, tous les restaurants ouverts, du monde, de l'affluence, de l'ambiance touristique, il faut venir en août, hein. Il y a de très belles manifestations, il y a de belles avant-boîtes, voilà. Ensuite, pour le touriste, voilà, les plages, alors on a beaucoup de places à Bonifacio, les plages ne sont pas surfréquentées si on connaît un petit peu, si on sait bien utiliser le territoire. Mais certaines sont surfréquentées aussi en août. Alors, le mois d'août, toujours discutable, hein. Sinon, juillet est très agréable. Enfin, mon père avait filmé ici en 59. La natte de la tonnage. En 59, à l'Anta Marina di Bonifacio, on c'è manco un fiato. Ah, on c'è che pescador. On voit les pêcheurs avec les filets. Il n'y a pas un touriste, il n'y a pas un commerce. C'était août 59. On est arrivé, un peu plus de 50 ans plus tard, 60 ans plus tard presque. Et aujourd'hui, quand on vient au mois d'août, c'est... Bonifacio jouit d'une belle notoriété aujourd'hui. Et il ne faut pas s'imaginer que les mois de septembre, octobre sont de toute quiétude. C'est toujours des mois très animés, très agréables. Nous, on a beaucoup de manifestations culturelles dans ces mois-là, septembre et octobre. Et puis, ils sont très agréables du point de vue du climat aussi. Donc moi je conseillerais plutôt ce qu'on appelle les ailes de la saison, hein, printemps ou automne, qui sont très belles. Et pour ceux qui veulent profiter entièrement de Bonifacio, il y a toujours quelques hôtels et quelques petits restaurants ouverts en plein hiver. Un petit séjour d'une semaine ou de 2-3 jours en plein hiver. Il y a quelques vols aussi, c'est agréable aussi. Donc voilà, ça dépend ce qu'on veut faire. On va se quitter, Alain. Merci, on n'a pas tout dit, il y a tellement de choses à raconter encore
pour un tourisme non balnéaire, il y a le patrimoine, la culture et aussi le patrimoine naturel. Des sentiers qui sont superbes. Le trail de Bonifacio, par exemple, longe cette falaise, va jusque derrière, jusqu'à la pointe Pertuzat. Et c'est un parcours qui est superbe. Il a lieu quand? Il a lieu au printemps. Ah, Mais, on reviendra pour le faire. Alors. Mais je conseille aux touristes les lumières d'automne et les lumières obliques de l'hiver comme ça sur la falaise. C'est incomparable aussi. Dernière petite anecdote sur l'île Lavette, sur le naufrage de la Sémillante. C'est ce bateau qui a naufragé. Il n'y a eu aucun survivant. Et alors, il y a une anecdote qui raconte qu'il y a quand même eu un survivant. C'est un des marins, des militaires, qui était tellement saoul qu'il n'a pas pu prendre le bateau. Comme quoi, des fois, boire sans modération, ça peut sauver la vie. C'est juste une plaisanterie. C'est possible parce qu'il y a eu... S'il ne prenait pas le volant... Il y a eu quasiment 700 morts. C'est un des plus grands morts, naufrages de la Méditerranée. 1855 et un spectacle de désolation pour le berger qui habitait sur place, ça a dû être... qui a trouvé les corps nus puisque les militaires étaient harnachés et donc on sautait du bateau pour sauver leur... Comme ils avaient des harnachements assez lourds, ils ont sauté du bateau, ils se sont débarrassés. Il a trouvé des centaines de corps nus qui ont échoué sur l'île. C'est une un spectacle de désolation, une horreur totale. Les deux cimetières sont là pour en témoigner. On ira un jour faire une visite. Ah ouais, j'espère que tu viendras avec nous. Comme ça, volontiers, on ira avec la réserve qui nous accueille toujours. Exactement. Volontiers. On était avec eux hier, avec Régis, on a fait une balade dans la réserve. On a eu un accueil de leur part de Régis Colonne et de son équipe. C'était magnifique. On a fait une belle vidéo, un beau direct que vous pouvez retrouver d'ailleurs sur la page Facebook, comme tous les directs, et aussi sur notre chaîne YouTube. Ce direct-là, vous pouvez le partager. Partagez-le. On n'a pas tout dit, on a dit plein de choses, mais en tout cas, on a fait une belle promenade. Merci à toi. Merci à vous. C'est toujours un plaisir de vous retrouver. Voilà. Et continuez, les amis, à nous suivre. Partagez les vidéos. On sera là la semaine prochaine. On vous fera découvrir d'autres endroits. Et surtout, ne lâchez rien, les amis. Et Yann, il nous fait juste encore un dernier panorama parce que franchement, ça vaut le coup. Allez, à Véleci. À Véleci.